C'est un séisme discret, mais il pourrait bien transformer le visage de l'audit et du conseil en Afrique francophone. Depuis le 1er avril 2025, PricewaterhouseCoopers a déjà quitté le réseau mondial. Ernst & Young EY suivra en avril 2026. Deux membres des Big Four, ces quatre géants mondiaux de l'audit et du conseil qui sont Deloitte, EY, KPMG et Price. Derrière ces retraits, plusieurs questions. S'agit-il d'un repli ou l'Afrique francophone entre-t-elle dans une nouvelle ère d'indépendance économique? Que signifie réellement cette transposition, cette transformation, pardon? Quoi qu'il en soit, sur le terrain, les conséquences annoncent considérables. Les grands cabinets restants comme Deloitte et KPMG devront dorénavant composer avec la montée en puissance des structures locales, plus proches, plus réactives et mieux adaptées aux spécificités du marché africain. Maître Nibes Fofana est avec moi. Elle est avocate inscrite au barreau d'Abidjan, spécialiste en droit des affaires internationales au sein du cabinet TF Associés, dont elle est également cofondatrice. Elle est avec nous sur ce plateau de 3 ans en Afrique pour décrypter ce tournant historique. Je suis Carmen Févillier, bonsoir, toujours ravie de vous retrouver et heureuse, comme je l'ai dit, heureuse et ravie de vous retrouver, c'est la même chose. Maître Fofana Nibes, bonsoir. Bonsoir Carmen. Ravie de vous retrouver sur ce plateau de 3 ans en Afrique pour décrypter ce tournant historique, comme je viens de le dire en introduction. Alors, les Big Four qui quittent l'Afrique francophone, deux principaux. Pourquoi? Pourquoi cette situation? D'accord. Bon, déjà, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur votre émission. Je dirais qu'il y a diverses raisons qui peuvent justifier, divers facteurs qui peuvent justifier ce retrait. La première raison est tout d'abord des normes de conformité élevées. Ouais. C'est-à-dire que ces Big Four, dont on parle de PwC et EY, sont détenus par des sièges occidentaux qui imposent des normes élevées de conformité, d'audit fiscal et de transparence, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'anticorruption, d'obligations ESG, que malheureusement ont du mal, ces entités ont du mal sur le marché africain à pouvoir les implémenter, à pouvoir imposer ces standards internationaux tels que sur le marché africain francophone. D'accord. La deuxième raison, je dirais que c'est une raison qui est orientée vers la rentabilité et les coûts. Il faut dire qu'il y a quelques années, ces Big Four se sont orientés vers des politiques de rationalisation, c'est-à-dire de réduire les coûts et au contraire d'essayer de se focaliser sur les marchés dans lesquels ils ont beaucoup plus de rentabilité. Et dans les métiers, sur les marchés dans lesquels ils arrivent à avoir une espèce de transparence et le moins de risques possible. On le voit, BNP l'avait annoncé qu'il trouvait qu'il y avait quand même pas mal de risques opérationnels, d'instabilité politique qui pouvaient du coup justifier, qui n'étaient pas forcément proportionnés à la rentabilité. C'est-à-dire qu'on voit que le marché africain a un fort potentiel, mais face du coup à ces risques croissants ne sont pas forcément très rentables pour ces grands groupes. La troisième raison, c'est une absence d'ancrage local. C'est-à-dire que c'est des groupes qui sont européens, internationaux, qui arrivent avec un modèle économique européen. Alors, mais pourquoi maintenant? Parce que ces groupes sont en Afrique depuis très longtemps. Effectivement. Pourquoi ce problème arrive maintenant? Maintenant, je pense que il y a des acteurs locaux qui émergent, qui sont de plus en plus spécialisés, qui proposent peut-être des coûts qui sont plus faibles. Donc, il y a également des raisons de compétitivité, tout simplement. Et il y a quand même, ces groupes-là, comme je le disais tantôt, sont quand même soumis à des exigences internationales qui sont beaucoup plus élevées, comme ils sont détenus par des sociétés anglo-saxonnes ou bien européennes, américaines, ce qui fait que malheureusement pour eux, peut-être que leurs prix sont beaucoup plus chers que la concurrence locale. Qui pourrait parce que ce n'est pas n'importe quelle PME africaine qui peut avoir le budget pour, tout à fait. Pour bénéficier des conseils. De ces conseils-là, tout à fait. C'est des millions de francs CFA, ça s'élève à des millions de francs CFA. Et puis, il faut dire qu'il y a quelques mois, à PwC a
prise une décision centrale. Eu égard à, il y avait eu en Asie, en Arabie Saoudite, malheureusement, un petit scandale de corruption, Oui. et a pris la décision de cesser les contrats publics. Oui. Et malheureusement, on sait très bien qu'en Afrique, les principaux clients qu'ils ont, ce sont quand même des États. Et donc, il paraît que les États sont mauvais payeurs en Afrique. Vraisemblablement pas les concernant. Je ne pense pas que ce soit, en tout cas, ce n'est pas les motifs qui ont été invoqués. Ouais. Les motifs qui ont été invoqués, c'était plutôt peut-être une corruption, une possible corruption qui ferait du coup qu'eux sont sanctionnés, ils veulent juste éviter ces sanctions. D'accord. Alors, maître, on va... Donc, on a déjà commencé à aller, on est déjà en profondeur de notre... On est déjà en plein dans notre interview. Et donc, comme je le disais, les raisons, vous les avez déjà invoquées. Qu'est-ce que cela va changer sur le terrain, les risques et les défis? Et donc, c'est la suite, donc, maître de notre interview. D'accord. Donc, voilà, les raisons de ces retraits, vous l'avez dit. Pourquoi maintenant? C'est ce qu'on vient d'évoquer. Et qu'est-ce qui va changer sur le terrain africain actuellement, j'ai envie de dire... il y a quand même KPMG qui est encore présent, notamment je pense à Franck Nyongbo qui est le directeur en Côte d'Ivoire et de la sous-région. Il y a encore Deloitte qui sont quand même présents, donc ça signifie qu'il y a encore quand même des acteurs d'audit internationaux qui sont quand même présents sur le marché africain francophone. Mais il est vrai que pour les contrats en cours, qui ont été signés, les entreprises en fait internationales. Est-ce que c'est comme l'article 2 du Code civil? En fait, il est vrai que dans ces contrats-là, c'est déjà des contrats qui sont pluriannuels, qui sont prévus sur plusieurs années, et en plus qui comportent des clauses de non-concurrence et de non-transmission comme ça des dossiers, ce qui ferait que sans l'accord du client, c'est très compliqué de pouvoir transférer directement le contrat à des acteurs locaux. Ce qui signifie qu'on va se retrouver dans des situations où, pour par exemple des entreprises internationales qui avaient du coup s'étaient engagées dans des négociations avec ces Big Four-là, vont se retrouver peut-être à être un peu plus réticents, à prendre un petit peu le temps de pouvoir retrouver d'autres partenaires locaux, ou encore ceux qui sont déjà en contrat ou dans lesquels il y a déjà des contrats en cours. Malheureusement, il y aura du coup une cessation de l'activité, et qui vont se retrouver un petit peu où les risques, où ils n'ont pas de bilan qui seront du coup certifiés. Ils vont pouvoir trouver très rapidement d'autres partenaires dont ils n'ont pas forcément la confiance, qui ne sont pas forcément certifiés, non agréés non plus. Ou se reporter vers Deloitte ou KPMG. Oui. Mais ça serait quand même dommage. Ce serait vraiment dommage parce que c'est quand même une aubaine pour du coup les experts locaux, tout à fait. Voilà. Et comment l'Afrique a accueilli cette nouvelle? Je ne pense pas. Dans les cabinets, comment ça se passe avec Dans les cabinets, en fait, tout dépend quand on parle de l'Afrique. Je pense que c'est plutôt au niveau international, au niveau des investisseurs européens et internationaux qui étaient plutôt rassurés. Parce qu'il faut dire quand même qu'avoir une signature de son bilan ou d'audit par ces Big Four-là, quand même, ça apporte quand même une crédibilité et c'est gage de garantie. Je pense que c'est plutôt eux qui sont inquiétés parce qu'ils n'ont peut-être pas autant de confiance, du coup, ont ces acteurs locaux. C'est sûr que Deloitte et KPMG vont se retrouver un petit peu beaucoup plus sollicités qu'auparavant, mais il est sûr qu'ils n'auront pas tous les clients. D'autres acteurs locaux vont également se saisir de cette brèche. Donc je pense que oui, c'est assez mitigé. Les investisseurs étrangers, peut-être que oui, ils sont un petit peu réticents. Et au niveau local, je pense que bien au contraire, ça, au niveau des Africains, je pense que c'est plutôt une aubaine. C'est vraiment une opportunité historique qui se met en place et qui va du coup permettre à ces expertises locales de pouvoir émerger. D'accord. Alors, une aubaine pour les cabinets de nos confrères africains. Tout à fait. Et dans ce cas, ils seront concurrents à KPMG et Deloitte. Tout à fait. Oui, et comment ça va se passer dans ce cas-là? Déjà, j'aimerais bien recontextualiser parce que les experts locaux ont toujours eu des clients.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, malgré qu'il y avait du coup ces Big Four. Quel type de clients ils avaient? C'est pas les gros investisseurs? Effectivement, effectivement, c'est vrai que des grosses institutions bancaires quand même demandent attendent quand même un certain volume d'activités, des grosses structures qui pourraient du coup gérer. C'est sûr que tous les cabinets locaux n'ont pas encore cette possibilité. L'objectif quand même pour du coup ces experts locaux-là, ça va être de pouvoir non seulement assurer la même rigueur, les mêmes garanties de transparence, les mêmes effectifs, vraiment la même qualité, les mêmes standards internationaux que proposaient ces Big Four. Vraiment, là, c'est vraiment ça va être le challenge. Mais il me semble que c'est vraiment vers cela que ces experts locaux s'orientent. Et j'aimerais bien et en aussi... respectant aussi les standards internationaux. Et en respectant, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Là, c'est vrai qu'on parle d'audit, mais j'ai envie quand même de pouvoir mettre en avant les institutions bancaires. On voit bien qu'il y a quand même Ecobank qui est très bien implantée, qui est une banque tongolaise. Il y a la banque Mansa Bank, qui également fait quand même du bruit. On a Bank of Africa. L'Afrique francophone. Oui, des banques européennes, mais entre-temps, j'ai envie de vous dire, il y a quand même les banques comme Ecobank. C'est bon pour l'Afrique. Bank of Africa, c'est des banques qui émergent et qui ont des groupes sous nous. C'est vraiment des acteurs qui sont puissants et qui montent en puissance et qui arrivent à avoir cette confiance-là internationale et locale. Alors, maître, EY avait déjà subi une crise dans les années 2000 avec... au niveau de l'audit, je pense. Et il y avait un grand nombre de licenciements au niveau mondial. Et on peut se dire que c'est encore la même chose qui se refait là. Non, parce qu'on parle quand même d'une refonte internationale. Dans les années 2000, c'était une refonte internationale qui était due à des réglementations externes et du coup qui a quand même amené à des exigences de bonne gouvernance et donc à une dissociation entre l'audit et le conseil. Donc c'était réellement une restructuration. Une dissociation entre et donc une restructuration de leur activité. Là, à mon sens, on peut dire qu'il y a un impact international, comme je disais, par la conformité qui est de plus en plus exigeante et auquel eux doivent répondre parce qu'ils dépendent de sièges occidentaux. Mais aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas du tout dans la même configuration. On n'est pas dans la même configuration. Non. Et comment ça se passe dans les cabinets? Est-ce qu'il y aura des restructurations, il y aura des licenciements à cause de ces retraits? Comment ça va se passer? Vous parlez de... Les dossiers, il n'y aura plus de dossiers comme avant dans les cabinets à mon sens, il y aura... En fait, je dirais que tout dépend. Je pense que sur un court terme, là, tout de suite, je pense que c'est quelque chose quand même qui déstabilise. Le portefeuille ne sera plus aussi conséquent qu'avant. Après, ça dépend aussi. Si on parle réellement des Big Four restants, ou plutôt des experts locaux, enfin, je sais pas, parce que finalement, effectivement, EY, ils sont pas là. Mais je veux dire que, par exemple, une entreprise française, internationale, qui est implémentée, je sais pas, au Sénégal, elle va quand même continuer à se faire auditer, donc va faire appel à d'autres structures, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent se dire, s'ils sont par exemple en partenariat avec EY ou PwC, effectivement, ils vont se dire, oh, est-ce qu'on va pouvoir avoir les mêmes gages? S'ils sont dans des projets de levée de fonds, effectivement, ça peut être compliqué. Mais comme je le disais, de toute manière, ils vont devoir se repositionner. Ils vont devoir, en fait, faire appel à d'autres acteurs qui vont pouvoir tout simplement leur offrir ce service. C'est vraiment un tournant. C'est vraiment un tournant parce qu'il y a une question de confiance aussi. Effectivement. Dans la gestion des dossiers. Effectivement. Et c'est vrai que c'est un véritable sujet parce que c'est vrai que les Big Four sont gages de sécurité et de garantie et de confiance. On sait qu'ils sont très formalisés, il y a une rigueur qui est internationale, ils travaillent de la même manière, peu importe le pays. Et donc, ça va signifier que les acteurs locaux, pour pouvoir du coup correspondre à ces standards internationaux, vont devoir réellement apprendre également à imposer cette même rigueur, à répondre aux mêmes exigences. Et je pense que c'est déjà le cas. Là, je veux parler en matière de cabinet d'avocats ou de conseil. On a le cabinet Asafo
que vous connaissez, qui émerge, qui est installé un petit peu partout en Afrique et en Occident. On a le cabinet TF Avocat, qui est également un cabinet d'affaires international, qui est également positionné en Afrique, au Canada, en France, qui sont formés déjà à l'international et du coup qui font aussi une espèce d'équipe mixée avec des compétences locales et des compétences internationales. Donc j'ai envie de vous dire que tout simplement ces groupes-là, ces experts locaux vont tout simplement grossir leur activité, oui. Mais à condition également effectivement d'avoir la confiance et d'avoir des accompagnements. Ils sont connectés au continent. C'est ça. Ils sont vraiment connectés, ils ont une vraie connaissance structurelle et culturelle du terrain. Tout à fait. C'est très important. Alors on va parler, maître, des enjeux économiques et la gouvernance, puisqu'on on a commencé à parler de ça. Est-ce que, oui, justement, on a parlé de la perte de confiance des investisseurs internationaux, hein, envers les économies francophones africaines. Est-ce que vous pensez la même chose? Pour moi, oui et non. Tout dépend réellement. Comme je le disais, je pense qu'un investisseur qui est intéressé réellement, qui a une activité qu'il voit, qu'il a fait son business plan, qu'il voit que c'est une activité qui est rentable, je ne pense pas que cette entreprise-là s'arrêtera parce que des Big Four partent. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un bon signal. On ne va pas se le mentir, ce n'est pas un bon signal. Mais ces acteurs-là, s'ils sont réellement intéressés par l'Afrique, vont tout simplement se repositionner sur d'autres acteurs. Oui. Ils vont se repositionner sur d'autres acteurs. Alors, ils ont été incapables de s'adapter à la complexité juridique de l'Afrique, les Big Four. À mon sens, oui. Après, c'est certain que c'est pas évident parce qu'on a encore le système juridique, fiscal africain est encore en émergence. Il y a le droit des affaires au OHADA aussi. Au OHADA, il y a le CEMAC, il y a l'UEMOA. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, on fait face quand même à 54 États qui ont leurs droits civils. On a des droits coutumiers et on a des droits communautaires. Oui. Ça signifie que quand tu fais une activité, par exemple au Sénégal, tu n'as pas les mêmes règles qui s'appliquent en Côte d'Ivoire. Et puis là, en plus, il faut quand même le circonscrire à l'Afrique francophone. Ouais. Parce que les Big Four dont on parle, c'est vraiment dans l'Afrique francophone, finalement, qui se retirent, mais pas forcément dans toute l'Afrique. Donc, malheureusement, effectivement, on peut dire qu'ils pêchent un petit peu parce que c'est une constante adaptation qu'il faut. Les règles, quand même, juridiques, fiscales, surtout, évoluent tout le temps. Donc, il faut tout le temps être à la page. Ouais. Il faut dire aussi que les règles aussi écrites en sont quand même souvent différentes dans la pratique. Donc, il faut vraiment avoir une expertise sur le terrain local. Et donc, oui, effectivement, donc ça signifie qu'il ne faut pas tout le temps être en adaptation. Et ce qui peut peut-être justifier effectivement que la complexité et que finalement, ils se soient retirés. Que ce soit pas évident. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi maintenant? Parce que cette complexité a toujours existé, maître. Comme je le disais, à mon sens, c'est vraiment l'émergence de compétition. Des compétitions. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau des prix, il y a des experts locaux qui arrivent aujourd'hui à pouvoir la montée en proposer puissance des cabinets africains. Ouais. Très bien. Très bien. Et que pensez-vous de la gouvernance d'entreprise? Est-ce que ces départs risquent de fragiliser la transparence et la qualité de l'audit, justement, maître? Je ne dirais pas cela de cette manière. Il est vrai que les règles d'audit et de fiscalité financière au niveau international, on peut dire européen ou américain, bon, c'est vrai qu'ils sont assez formalistes, transparents. Il y a vraiment des autorités d'organes qui sont vraiment bien instituées. Il est vrai qu'en Afrique, actuellement, on est encore en évolution. Il y a la sécurité juridique est encore instable. Il y a quand même pas mal, effectivement, d'enjeux de transparence qui sont quand même à prendre en considération. Ouais. Après, à mon sens, quand même... c'est important pour de prendre en considération la dimension culturelle et de tout simplement faire voir quand même les compétences, les règles, parce qu'elles existent. C'est vrai qu'elles ne correspondent pas totalement encore aux règles internationales, mais
ça vient, c'est vrai qu'il y a aussi une lenteur administrative. Ah oui. Qui est due aussi à un manque de digitalisation. L'instabilité politique aussi. Il y a l'instabilité politique, il y a le manque de digitalisation, effectivement. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas encore aux normes internationaux, on n'arrive pas encore à vraiment les appliquer, mais c'est quelque chose qui est... Sécuriser l'investissement, en fait. Et oui, sécuriser et aussi à pouvoir obtenir cette transparence-là. On n'a pas, par exemple, les investisseurs un petit peu peur parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent s'adapter, même pour les règles juridiques ou même le jugement, ils ont l'impression qu'il y a un défaut de prévisibilité, même l'accès à l'information. Par contre, il y a l'arbitrage pourtant, maître international. Effectivement, c'est ce que nous, on conseille en tant qu'abonné d'avocat, c'est ce qu'on conseille quand même à nos clients, mais c'est vrai que tous les clients n'ont pas du tout connaissance de toutes ces trucs, ces enjeux juridiques, ils ne connaissent pas du tout. D'accord. Alors, maître, on va parler du rôle et de la responsabilité des États africains dans ce qui se passe. Est-ce que vous avez un point de vue sur ça? Est-ce que ce sont les États qui ont peut-être, comment je peux dire, ils ont une responsabilité dans ces retraits? Bon, nos États... Par rapport à ce qu'on venait de dire, oui, nos États des affaires qui n'est pas très sécurisé. Oui, nos États d'Africains francophones, malheureusement, à part par exemple la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont assez stables, il est vrai qu'il y a quand même pas mal de critiques de sociétés et d'entreprises internationales qui dénoncent d'une pression fiscale de plus en plus croissante. Oui. Qui dénonce également un manque de concertation dans les adaptations des normes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est un peu centralisé et qu'il n'y a pas de dialogue entre les acteurs économiques et du coup l'État, enfin le gouvernement qui voilà. Et donc, comment établir les réformes dans ce cas s'il n'y a pas dialogue entre le privé et le public? Il faudrait, pour moi, c'est vraiment une obligation. Comme on le disait, il y a quand même cette adaptation, il y a de plus en plus de normes, il y a l'UEMOA, l'OHADA, voilà. Donc il y a vraiment une volonté politique de pouvoir instaurer cette stabilité-là, mais qui est encore insuffisante. Et il faudrait dans ces cas-là faire en sorte quand même de pouvoir instaurer des groupes de travail, des concertations avec ces acteurs économiques, avec les cabinets d'avocats internationaux émergents, en prenant en considération également ceux qui sont réellement les investisseurs, des groupes d'investisseurs. Je pense que c'est important d'assurer vraiment la stabilité déjà politique, ça c'est très important. La transparence des données, des informations et également de faire en sorte d'investir un peu plus dans la digitalisation. Et il y a la corruption, maître. Oui. Oui. Oui, mais... oui, il y a la corruption, effectivement. Certains pays d'Afrique francophone luttent contre la corruption. C'est encore insuffisant. Effectivement, il faudrait quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir assurer plus de transparence. C'est obligatoire. C'est une obligation, effectivement. Obligatoire. Et donc, comment attirer ou retenir les grands cabinets internationaux tout en favorisant l'émergence des acteurs nationaux? Eh ben, il faudrait, à mon sens, pour les retenir, il faudrait mettre en place des mesures fiscales incitatives, comme le font finalement la plupart des pays occidentaux, c'est-à-dire des mesures fiscales qui leur permettrait peut-être de déduire plus facilement, de recruter beaucoup plus facilement. On n'a pas déjà assez des mesures incitatives, maître? En Afrique, à mon sens, pas encore. Pas encore? Non, parce que les gens se plaignent justement que de la fiscalité lourde. Et du fait que voilà, ils sont un petit peu taxés souvent par l'État, ensuite par les collectivités territoriales et ensuite par d'autres acteurs. Donc non, pour l'instant, il faudrait vraiment de taxes quand même et pas prévisibles, du coup, qui ne sont pas du tout prévues en avance dans la comptabilité. Donc ça serait déjà, il faudrait vraiment accroître ces mesures-là. Il faudrait également prévoir des formations, des écoles de formation, des vraies certifications et accréditations, par exemple, de cabinets de conseil ou d'avocats ou d'audit certifiés Made in Africa, qui correspondent du coup à cette rigueur-là. Gage de confiance. Gage de confiance et des rigueurs africaines.
former les jeunes, pouvoir faire en sorte qu'ils puissent avoir ces standards, qui puissent correspondre à ces standards internationaux. Standards internationaux et connaissance du terrain africain. Et tout à fait, tout à fait. Ouais. Mm. Et donc, on va naître une nouvelle génération de cabinets panafricains, maître, c'est possible? Ah oui, c'est déjà le cas. Hein, je oui, pense. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est possible et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Oui. Il y en aura de plus en plus. C'est vrai, la porte est ouverte. C'est vraiment une opportunité historique. C'est ça. Les concurrents partent, d'autres naissent. S'il y a de la demande, il faut effectivement il y a de l'offre, donc il faut forcément répondre à cette demande-là. Je pense que ça va tout simplement, ces experts locaux vont pouvoir se saisir de cette opportunité, croître davantage. C'est vrai qu'il y en a, comme je disais, on a quand même besoin d'accompagnement par les États, par aussi et de mesures vraiment structurelles permettant en fait réellement que ces experts-là puissent grossir durablement. Et que aussi au niveau international, qu'on soit aussi, on puisse aussi garantir les mêmes niveaux d'exigence et des rigueurs de transparence financière, fiscale. Ouais. Et c'est vraiment un travail de concert, en consortium. Ouais, déjà que tout est globalisé maintenant, tout à fait. Vers la ZLECAf. Tout à fait. Et donc, ce que vous venez de dire est très important, maître. C'est ça, il faut vraiment des mesures inclusives. Oui. Est-ce qu'on va vers un Big African Four, maître? Ah oui, ce serait lesquels? Quel cabinet, par exemple? Bon, je ne pourrais pas vraiment en citer, mais je dirais simplement qu'il faudrait des Big Four Africa en matière de conseil et juridique, Big Four Africa en matière d'audit. Séparés? Ah oui, ou sinon, peut-être ensemble. Ouais. Peut-être ensemble, pourquoi pas? On ne va pas retomber sous le coup de DY pendant les années. Pourquoi pas? Effectivement, ça serait vraiment l'enjeu. Ça serait bien d'avoir vraiment des Big Four Africa qui, un peu comme les FIDAL ici, voilà, qui quand même proposent l'audit fiscal, juridique. Ça serait vraiment le must. Et donc, maître, pour la dernière question, selon vous, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère pour la souveraineté de l'audit africain? Quels seront les défis à relever selon vous? C'est une nouvelle ère dans laquelle on doit quand même s'insérer, dans laquelle il faut aussi comprendre que ce n'est pas simplement avoir des expertises locales qui sont importantes. Il faut vraiment voir grand, viser grand. Tout faire pour justement arriver à ces standards-là internationaux. Oui. Et je pense que les défis seront la formation, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il faut quand même que nos populations soient formées à cette rigueur-là, à ces exigences internationales, qu'on puisse aussi assurer la stabilité politique, administrative, la digitalisation qui va devoir s'imposer vraiment. Il faut une digitalisation massive et la sécurisation juridique des contrats publics et privés. Oui. C'est ça. L'harmonisation des normes, des règlements et des normes législatives et réglementaires. Oui. Voilà, pour moi, c'est vraiment les défis. Même pour des questions d'ordre de souveraineté nationale. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, on va vers ça. C'est ce vers quoi on doit tendre pour pouvoir espérer créer ces Big Four africains. D'accord. Merci beaucoup, maître Nibès Fofana. Je rappelle que vous êtes spécialiste droit des affaires internationales, cofondatrice du cabinet TF Avocat. C'est ça. À Paris. Et donc, c'était un éclairage précis sur les enjeux et les perspectives de ce retrait historique. Donc, merci, maître Fofana. Merci à vous. C'est donc la fin d'une ère et peut-être le début d'une nouvelle. Peut-être le début d'une nouvelle. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et merci également à l'équipe technique qui a permis à ce que cette émission soit possible. C'était Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver. Et donc, je vous dis à mardi prochain pour un nouveau rendez-vous 3 en 1 Afrique, 18h, 20h GMT. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud. Au revoir.